Voilà, tel que je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est au tour de parler, fait cette fois avec une organisation qui a pénétré ce processus électoral plein dedans et depuis très longtemps, notamment la CIMONCEL qui est la synergie des missions d'observation citoyenne des élections. Nous sommes sur ce plateau avec son coordonnateur, monsieur Luc Loutala, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Christophe. Alors, vos équipes étaient vraiment déployées sur terrain. Dans les 26 provinces. Dans les 26 provinces, et pas que mercredi, parce que vous êtes là depuis un peu plus longtemps, vous avez suivi le processus depuis le début, selon les premières tendances. On a vu votre communiqué, mais on aimerait aussi que vous puissiez le dire de vive voix sur ce plateau, ce qui s'est dégagé. Oui, mais tu as raison de préciser que la CIMONCEL, en fait, est là de façon permanente. C'est une des rares organisations à suivre le cycle électoral dans la totalité. Ça veut dire là, il y a non seulement les élections qu'il y a, mais on doit savoir qu'après les élections, il y a toute la période de planification pour préparer les futures élections. Il y a les réformes légales qui vont venir. Ensuite, il y aura encore l'enregistrement des électeurs, il y aura encore la campagne électorale, il y aura d'autres élections. Et donc la CIMONCEL se place un tout petit peu en 3 temps. Avant les scrutins, voir tout ce qui se passe et essayer de capitaliser, de travailler avec la CENI, avec le gouvernement pour améliorer le processus en lui-même, pour le rendre plus crédible. Pendant les élections, c'est observer pour se rendre compte du taux de faisabilité, ça veut dire dans quelle mesure est-ce que les opérations qui sont menées répondent non seulement au cadre légal, mais aussi à ce qu'on appelle les standards. Parce que les élections démocratiques, il ne faut pas que voter, il faut en plus que les élections et le vote répondent à ce qu'on appelle les standards internationaux qui font en fait des élections démocratiques. Alors j'ai jeté un tout petit peu un coup d'œil à votre rapport, moi personnellement, et j'ai l'impression que vous êtes un peu trop, on va dire, gentil avec la CENI. Vous parlez par exemple de 90% de matériel disponible dans les bureaux de vote qui ont ouvert. 90, est-ce que c'est pas un chiffre assez exagéré vu tout ce qu'on a eu à avoir comme plainte dans les réseaux sociaux et même que ces matériels parfois disponibilisés ont connu quelques bugs? Oui, ça veut dire que le rapport de la CIMONCEL se tale dans les 26 provinces sur 2441 bureaux de vote. Alors que la CENI a 75 000 bureaux de vote. Donc, c'est quand même un échantillon assez important. Oui. Sur 26 provinces. Voilà. Maintenant, sur cet échantillon de 2441, sur les 26 provinces, la situation se présente comme ceci. À l'ouverture des bureaux de vote, d'abord nous avons observé l'ouverture des bureaux de vote. À l'ouverture des bureaux de vote, le constat était que il y a eu 89% de bureaux de vote qui ont ouvert. Sur ces 89% de bureaux de vote qui ont ouvert, nous avons 33% qui ont ouvert à l'heure. 57% qui ont ouvert en retard. Un retard de 1h à 11h. Ça veut dire 1h ou entre 11h. Oui, celui qui a ouvert un peu plus, avec un retard minime, c'était à 8h30. Et les bureaux qui ont ouvert avec les plus grands retards, c'était à 17h. Et donc, dans cette proportion des bureaux qui ont ouvert entre 8h30 et 17h, nous avons 57%. C'est quand même énorme. Et puis, vous avez sur les bureaux qu'on a observés à peu près 12% qui n'ont pas ouvert. Maintenant, quand vous prenez les bureaux qui ont ouvert à temps, les 33% qui ont ouvert à temps, sur ces 33%, considérés comme 100%, il y avait 89% qui avaient du matériel. Et les autres n'avaient pas de matériel. Maintenant, sur ceux qui avaient le matériel... Vous considérez déjà déployés avant ou bien même ceux qui ont reçu les matériels le matin? Alors, on revient un peu plus tard sur les retards de matériel. Et vous verrez un peu plus loin. Okay. Ça ne regarde pas encore parce qu'après, il y aura toute une gamme un peu partout de matériels qui vont arriver à 17h. Et là, nous en parlons. Nous disons vraiment qu'il y a eu une proportion assez énorme des bureaux de vote qui n'ont pas reçu de matériel. Et donc, quand vous regardez les bureaux qui avaient le matériel, au cours de la journée, ces bureaux ont connu aussi des problèmes de matériel. Soit les matériels ne fonctionnaient plus, soit il y avait des pannes, soit les piles s'étaient éteintes, ce qui a causé des émeutes. Ça veut dire même dans ces bureaux qui ont ouvert, on a constaté que là où les machines à voter se sont arrêtées,
les gens s'en sont pris, ils ont cassé, et donc non seulement il y a ça. Mais les élections n'est pas que l'ouverture du bureau de vote. Il faut regarder aussi le déroulement du vote lui-même. Au cours du déroulement de vote, on va observer énormément de choses. Énormément de choses, ça veut dire c'est des gens qui arrivent qui ne se retrouvent pas sur les listes. Vous avez les proportions, hein, on a autour de 17% de personnes qui ne se retrouvaient pas sur les listes. Vous avez le taux des personnes qui n'étaient pas sur les listes mais qui sont autorisées à voter. Par dérogation. Parce que, voilà, on a constaté que les listes de dérogation étaient assez énormes. Et donc, on continue à regarder le déroulement. On va constater aussi que lors du déroulement de l'opération de vote même, il va y avoir plusieurs problèmes, notamment des refus, par exemple, pour les témoins ou les observateurs d'accéder. La Simosel a été victime de ça. Beaucoup de ces observateurs ont été empêchés d'accéder à des bureaux. Quel cas? Dans quelle province? Même ici à Kinshasa, Kinshasa, même à Kinshasa, à Lubumbashi, à Ituri, on a eu même nos observateurs qui ont été agressés. Avec mon caméraman dans un bureau de vote, je vais citer au complexe scolaire Le Pio, Oui. et il y avait une dame qui dit que je n'avais pas le droit de filmer dans la salle. Et pourtant, quand nous avions eu l'accréditation, dans le document bien derrière, on nous donnait cette possibilité-là, même de poser des questions sur comment c'est en train de se Mais dérouler. absolument, parce que c'est des questions de transparence. Maintenant, il faut voir, et c'est là où on va revenir, il y a des observateurs de la Simosel qui ont été tabassés, à qui on a arraché des téléphones à Lubumbashi, par exemple. Mais là, on a collaboré, on a appelé la CENI, on a dit voilà, il y a ce qui se passe chez vous. Hein. Et on a sauvé, mais il y en a qui ont perdu vraiment de biens en Ituri, par exemple. Mais il faudrait que les gens comprennent que le travail qu'une mission, nous faisons, il est presque scientifique, il est vraiment scientifique. Parce qu'après, il va falloir décrypter chaque pourcentage pour voir dans quelle mesure il influence. Mais en plus de l'ouverture du bureau de vote, nous allons examiner le dépouillement. C'est une autre étape, le dépouillement. Vous êtes déjà arrivé au dépouillement, alors Oui. qu'il y a peut-être un fait que je peux signaler avant. On a fait passer des vidéos des candidats qui se sont retrouvés sur d'autres numéros. Ça veut dire, j'ai battu campagne avec le numéro 10 par exemple. Le jour du vote, je tape 10 sur la machine. C'est une autre personne. Moi, je me retrouve au 11 ou bien au 12. Le matin du vote, je ne peux plus rentrer, dire à tous les électeurs, regardez ce qui se passe. Quand vous connaissez qu'il y a aussi beaucoup d'électeurs qui se sont retrouvés dans la salle, qui savaient à peine comment voter le président de la République et ne savaient pas s'y prendre avec les autres étapes. Alors, ce qui fait que nous nous prononçons en tant que mission en tenant compte de plusieurs sources. Et là, vous voyez, c'est un fait assez difficile à observer parce que ça se passe dans l'isoloir. C'est pas quelque chose que la presse ou les observateurs perçoivent. Il faut qu'on ait le témoignage des candidats. Et là, on a des témoignages. Oui, mais bien sûr, nous en avons beaucoup. Vous en Par avez, exemple, c'est ce matin, nous, on continue à recevoir des témoignages des candidats, par exemple, qui disent, voilà, ici, je donne l'exemple de Bagata. À Bagata, ils disent, voilà, il n'y a qu'un seul bureau qui a ouvert à 17h, alors que là-bas, il n'y a pas d'électricité. Donc, ils ouvrent à 17h dans le noir, il n'y a pas de témoins, il n'y a pas quoi. Et dans tous les villages, les bureaux n'ont pas fonctionné. Ça veut dire, indépendamment de ce rapport qui est fondé, d'abord, là c'est une déclaration, ce n'est pas encore notre rapport en tant que tel. Et donc, notre déclaration se fonde sur ce que les rapports de nos observateurs ont rapporté. Et l'autre élément qu'il faut noter, c'est le taux d'incidents. Les incidents, ça veut dire des choses qui ne marchent pas. Donc, il ne faut pas confondre ce qu'on a observé, comment les bureaux ont fonctionné, avec ce qui est arrivé pour perturber le déroulement, le respect du vote, la transparence, le respect de ce vote-là. Par exemple, sur la même proportion, nous avons reçu 768 rapports d'incidents. C'est énorme. Sur les 2441. Sur les 2441, maintenant il faut voir un peu plus bas dans le même rapport, il y a ce qu'on appelle les incidents. 768 rapports d'incidents. C'est quand même énorme. Et là-dedans, quand vous faites la proportion des rapports, des pourcentages de ces incidents, vous avez des incidents qui sont mineurs, ça veut dire, ça arrive, les gens se querellent pendant 10 minutes, ça s'interrompt et puis ça reprend, qui occupe un pourcentage quand même autour de 50-60%.
Après, vous avez des incidents qu'on appelle majeurs, ceux qui ont perturbé, les bureaux se sont arrêtés, qui nagent autour d'une vingtaine de pourcentages. C'est grand en termes d'observation, de respect des standards. Par exemple, les machines qu'on a cassées au Sankourou, la femme qu'on a déshabillée dans le Kasaï parce qu'elle a voté pour un autre candidat que la majorité des gens. Oui, ça fait partie de ces incidents-là. Ça, c'est des incidents, si vous voulez, de violation de droits humains. D'autant plus que, par exemple, la dame qu'on a vraiment maltraitée, il y avait quand même la police. C'est pour ça que la police est là aussi, qui n'est pas intervenue. Cet incident n'a pas arrêté le déroulement du vote. Okay. Donc, voyez-vous, par rapport à l'observation sur le vote, cet incident n'a pas d'influence, quelle que soit sa gravité en termes de droits humains. Sur le vote, il est mineur. Mais par exemple, vous avez maintenant un candidat, et ça c'est arrivé, des candidats qui arrivent, le candidat arrive, il veut forcer entrer avec les gens se révoltent, et le vote s'arrête pendant un moment. Ça, c'est un incident majeur, voyez-vous. Quand on brûle aussi la machine. Il y a oui, ça veut dire, les gens disent, là on a commencé à tricher, quelqu'un dit, par exemple, ce cas que vous étiez en train de dire, il y a des cas où quelqu'un dit, voilà, moi je pense que cette machine, on y a mis le nom de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est arrivé beaucoup dans l'espace Kasaï, où on a dit que les machines avaient été plus ou moins trafiquées, on suppose, par, je ne sais pas, les Russes ou qui, et puis il n'y avait que le nom d'un candidat, qu'on ne va pas citer, qui était, et la population s'est soulevée à casser. Ça, c'est des incidents majeurs qui ont qui ont influencé le vote, parce qu'en ce moment-là, le vote s'arrête. On a vu énormément de bureaux aussi, il y a beaucoup de bureaux qui ont été brûlés. Mais il faut se rendre compte d'une chose. Un incident majeur a une influence de propagation très énorme. Ça veut dire, lorsque dans la ville de Kinshasa, on brûle un bureau de vote à Limete et que les images circulent, les gens oublient complètement que là, à Limete, il n'y a pas que ce bureau de vote. Il y en a peut-être trentaine. Mais en fait, ça joue psychologiquement. Donc le vote en lui-même, la crédibilité du vote, c'est là qu'il faut arriver. La crédibilité du vote ne se fonde pas que sur ce que la CENI fait, ne se fonde pas que sur ce que nous faisons, mais ça se fonde aussi sur ce que la population perçoit globalement comme réalité de vote. Et c'est ça qui va en fait influencer ce qu'on appelle la culture démocratique. Ce qui demande qu'il faut communiquer, il faut dire ce qui se passe, mais en même temps, il faut se rendre compte que de manière assez globale, toutes les provinces sont affectées et on est plus ou moins de manière globale vers... on est face à une réalité qu'on ne s'entendait pas. On s'attendait à ce qu'on va avoir des élections qui se déroulent normalement, parce que la CENI avait promis des bonnes élections. Donc on s'attendait vraiment à avoir le moins d'incidents possible. Mais là, on a vraiment des élections qui se déroulent avec un maximum d'incidents. Mais il faut aussi, maximum, c'est encore faible. Maximum, c'est le mot le plus faible. Là, on a un taux critique d'incidents. On a atteint vraiment le taux critique d'incidents. Le fait que c'est étendu sur 2 jours, ça, vous mettez ça sur le compte de quoi? Ça c'est plutôt sur le compte d'une mauvaise planification. Incident? Non, c'est sur le compte de la planification. Ça, les incidents n'ont pas beaucoup joué là-dessus, parce que en fait les incidents... Moi j'ai suivi la CENI, ils disent que même ailleurs au monde, il peut y avoir intempéries, neige ou forte pluie, comme c'était d'ailleurs le cas. Évidemment. Ça aussi mercredi. Évidemment, il a plu. Ça peut justifier de prendre quelques heures. Oui, évidemment. Ce sont des cas de force majeure. Le lendemain. Ce sont des cas de force majeure. Les cas de force majeure ne sont pas imputables à la CENI. La pluie qui est tombée à Kinshasa, par exemple, on ne va pas la mettre sur le compte de la CENI. Mais monsieur le coordonnateur, si vous étiez professeur, par exemple, j'exagère, je vous préviens en posant cette question, si vous devez noter ce scrutin sur 10, vous accorderez combien aux organisateurs? Mais vous savez que l'échec arrive à 4, n'est-ce pas? L'échec commence à partir des 4. Mais c'est surprenant. La Simonsel, nous étions passés déjà ici chez vous une fois. Oui. Ça fait 2 ans que nous disons attention, ces élections risquent de ne pas être des élections apaisées. Pour une simple raison. Nous avons commencé un processus qui est mal parti avec, premièrement, vous savez, des animateurs. La loi organique avant la désignation. Parce que lorsqu'on a fini les élections avec l'équipe de M. Nanga,
Il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on était tellement mobilisés. Et la Cimocel était à la tête de ce qu'on a appelé le mouvement de réforme électorale. Parce qu'on s'est dit, pour qu'on ait des meilleures élections dans ce cas ici, il était important qu'on ait des bonnes lois. Et donc, on a mené le plaidoyer pour qu'on ait une loi impeccable concernant ce qu'on appelle la loi organique de la CENI. Notamment, il y avait la question des personnalités indépendantes. Parce qu'on s'est dit, il fallait qu'il y ait à la CENI des personnalités indépendantes. Cette loi est passée de manière très cavalière sur les 57 recommandations ou réformes que l'on voulait. On n'en a eu que 6. Et les 6 ont encore été colorés, on leur a mis du make-up, et donc c'était totalement maquillé. 57 recommandations. On en a pris que 6. On n'en a eu que 6. Et pas en bonne forme. Mais c'est cette loi organique qui, en fait, sous-tend les procédures de désignation de membres de la CENI. Et nous avons assisté à la mise en place d'une équipe de la CENI qui était complètement dans la même configuration. Ça veut dire le pays était divisé, on avait les églises catholiques, les églises des réveils, chacun parlait. En fait, on avait plus ou moins la même configuration que maintenant. Et à l'époque, on a commencé à sonner la sonnette d'alarme pour qu'il y ait plus de consensus. Après la désignation de la CENI, on a eu la loi électorale qui est passée dans le même contexte, avec d'un camp ceux qui disent nous on a gagné, de l'autre camp les autres qui disaient nous on a été manipulés, on a été plus ou moins dribblés, et on est arrivé à la loi sur la répartition siège, c'est la même chose. On est arrivé à la révision du fichier électoral, à l'audit du fichier électoral, c'était la même chose. Ça veut dire, le processus n'échoue pas qu'à la fin. Ce processus n'a pas commencé à avoir des problèmes aujourd'hui. Depuis les prémices. Ce qui fait que la Cimocel est en train de vérifier ses propres hypothèses. En fait, la Cimocel est une mission professionnelle. Nous, la science électorale, c'est celle-là. Nous disons, voilà comment on planifie, voilà comment on gère pour avoir des bonnes élections, voilà comment ça doit se passer. Or, dès le départ, pour nous, tout était faussé. Et donc, lorsque nous avons dit, voilà, nous avons sonné la sonnette d'alarme, nous avons dit, la CENI doit faire attention sur le fichier électoral, il faut créer le consensus. Et même nous avons appelé la CENI à faire quoi? À organiser le plus souvent des meilleurs cadres de concertation et à organiser ce qu'on appelle les cadres de haut niveau pour créer le consensus. Et donc, pour nous, ce n'était pas du tout étonnant. Pour nous, le miracle aurait été que ces élections se passent de la bonne manière. Mais c'était totalement impossible que sur l'ensemble du processus, on ait eu autant de ratés et qu'à la fin, ça réussisse. Bon, du coup, combien il faut donner, en tout cas, l'échec? Au niveau où l'échec a, au niveau de l'organisation. Parce que la mission de la CENI, ce n'est pas que de proclamer des résultats et de dire on a organisé les élections, on a proclamé des résultats. La mission de la CENI n'est pas que de dire nous on a tenu une date, nous il y a eu ceci. Non, la mission de la CENI, nous le disons tout le temps, c'est l'organe par excellence par laquelle un pays proclame sa démocratie. Et donc, le processus ici, s'il pouvait être sauvé au-delà de la querelle, des querelles politiciennes et tout ça, c'est la CENI qui avait à jouer un grand rôle pour mettre en place les règles de jeu acceptées par tout le monde, conduire les opérations de la manière qui donne confiance à la majorité d'acteurs. Or, on a l'impression que cette confiance a raté tout le long du processus et que nous sommes en train de vérifier juste notre hypothèse. Pour nous, l'hypothèse, ce rapport est très sévère quand on regarde les standards. Lorsque on va dans d'autres pays, à travers des missions internationales, l'Union africaine, et je vous invite à voir les rapports que les missions internationales vont publier tout à l'heure. Il y en a qui vont publier au niveau du fleuve Congo, et puis à 13h, ce sera au niveau de Pullman. Vous verrez que notre rapport est très sévère. Notre rapport est très sévère, il est très objectif. Et c'est à ça que nous appelons, parce que la mission d'une mission, la mission d'une mission d'observation, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes là pour dire comment les choses se passent et dire est-ce que le taux de fragilité, le taux des ratés, est-il capable d'influencer des élections crédibles? Voyez-vous, quand vous prenez les pourcentages que nous donnons là, je vous dis, on est au stade critique avec ces pourcentages-là. Mais c'est toujours la Cimocel qui, apparemment,
s'oppose à la réorganisation des élections, pourtant demandée par certains candidats présidents de la République. Ou bien j'ai mal lu? Je ne sais pas, la CIMOCEL ne peut pas se prononcer pour dire on refuse, on s'oppose à ce qui est des élections. Déjà, nous sommes une mission très professionnelle, nous ne tenons pas ce genre de langage. Mais par contre, oui, allez-y. La CIMOCEL, pour la CIMOCEL, réorganisation des élections avec une CENI recomposée, pour la CIMOCEL, cette proposition s'inscrit dans la logique du brisement de consensus qui a caractérisé ce processus électoral. Oui, mais exactement, c'est ce que je venais de dire. S'il y a des acteurs qui pensent aujourd'hui qu'il faut réorganiser les élections avec une autre CENI, pourquoi ces acteurs le disent? C'est parce que tout le long de la gestion du processus par la CENI qui est là, ces acteurs n'ont pas trouvé qu'ils étaient entendus. Donc, il n'y a pas eu un consensus. Okay. Et donc, pour ces acteurs-là, il faut une CENI qui écoute tout le monde. Alors, quand on me pose la question, est-ce qu'il faut réorganiser les élections? Et on me dit, voilà, il y a des candidats qui demandent qu'on mette en place une autre CENI. Je dis, ces candidats le disent parce que le processus a été géré sans consensus. C'est simplement ça, la CIMOCEL examine les faits, trouve les causes, et nous pensons que si le processus connaît des problèmes, c'est parce qu'il y a énormément de problèmes au niveau de la CENI. Non seulement les problèmes de la logistique, mais la CENI n'a pas été capable de créer suffisamment de transparence, n'a pas été capable de créer suffisamment de consensus, et n'a pas été capable de faire que les gens lui fassent confiance. Alors, le décor a été planté pour que les choses se passent mal, hein, comme vous l'avez dit, mais est-ce qu'il y a moyen de sauver un tout petit peu quelque chose avec l'étape qui reste? Parce que c'est aussi très décisif ce qui va se passer d'ici là, notamment la publication des résultats. Parce que pour la CENI, on a suivi Didi Manara juste avant vous. En tout cas, elle ne semble pas se reprocher de grand-chose, puisqu'ils vont procéder incessamment, d'ailleurs, déjà à la publication des premières tendances, progressivement, jusqu'à la publication de résultats. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour sauver les meubles un tout petit peu, pour pas qu'il y ait explosion? Alors, il faudrait que nous nous rendions compte d'une chose. Et là, je parle comme enseignant maintenant. Et ça s'adresse aussi bien à la CENI, aux partis politiques, aux candidats, à la population. Nous sommes dans un processus piégé complètement. Dès le début, nous sommes entrés dans un processus piégé, en fait, dans une sorte de labyrinthe. Ça veut dire, on a commencé un processus, mais tel que ça s'est dessiné, je donne les éléments fondamentaux. 1, la loi organique de la CENI. 2, la mise en place de l'équipe de la CENI. 3, la loi organique, la loi électorale. 4, la loi sur la répartition de sièges. 5, le déroulement de l'opération de révision du fichier électoral, évidemment, qui a produit des cartes. 5, les ratés sur l'audit. Tout était prêt pour que nous ayons des contestations pour les élections. Ça, je le dis, c'est presque mathématique, et je l'ai dit plusieurs fois à plusieurs médias, à beaucoup de gens. Maintenant, nous sommes entrés dans un processus qui est piégé. Première chose, comment sortir d'un processus piégé? Ça, c'est un casse-tête. On n'a que deux possibilités. Ou les acteurs prennent conscience qu'ils sont dans un processus piégé et qu'ils jouent au cache-cache. Et alors, en ce moment-là, s'ils continuent à jouer au cache-cache, qu'est-ce qui va arriver? On va probablement aller vers un processus post-électoral suffisamment contesté. Mais nous ne devons pas nous tromper sur le fait que nous avons beaucoup compté. Et la mobilisation de la population était à ça. Ça veut dire que les gens ont vraiment cru en Denis Kadima, qui a continué à insister que le pays allait avoir les meilleures élections. Parce qu'il y a eu une grande affluence même dans les bureaux de vote à Kinshasa. Oui, ça veut dire que les gens finalement se sont dit, on a raté, à ce jour 2006 reste encore le meilleur des élections qui aient été organisées. On a raté 2011, on a raté 2018. Les gens se sont dit, on va avoir des scrutins, allons-y. En fait, on sent que les Congolais, ils aiment leur pays, ils aimeraient que les choses changent, ils aimeraient avoir d'autres autorités Et on a vu les gens, l'affluence. Quand nous avons dit affluence, on a dit, ah, voilà, ils sont pour mais nous, on n'est pas. On a vu l'affluence. Les gens ont passé la nuit dehors.
les observateurs, les témoins, la population, il y en a qui étaient là. J'ai reçu beaucoup d'appels, enfin beaucoup de messages de gens qui disent « Nous, on a quitté le bureau à 1h du matin. » Voyez-vous. Donc, on est dans un processus piégé. On n'a que deux possibilités. Un, on aura une crise post-électorale. Si ça continue comme ça, évidemment, la CENI va proclamer, elle va proclamer. Mais ça ne va pas changer l'état de choses. Deux, est-ce qu'il faut dès maintenant essayer de réfléchir sur les mécanismes de comment créer ce consensus qui a raté tout le long du processus. Et ça aussi, c'est un casse-tête. Donc, on est devant deux casse-têtes. Aujourd'hui, on a un pays complètement divisé. On a une opinion complètement divisée. Et je pense que juste en entrant, la preuve, c'est que vous-même, vous dites, mais est-ce que votre rapport n'est pas très sévère, n'est pas très tendre? Alors que, partagé à d'autres instances, les retours qu'on a eus, mais est-ce que vous n'êtes pas trop sévère? Voyez-vous, ça veut dire, on est dans un contexte très piégé, très contrasté, très tendu, et où les gens sont à l'affût des émotions. On est sorti de l'objectif, et on a deux camps qui tentent de se défendre. Chacun défend son camp. Et la CENI, évidemment, elle est dans son rôle. À ce stade, elle n'a pas le choix. Elle va devoir proclamer les résultats. Mais maintenant, la grande question, comment l'opinion nationale va réagir devant la proclamation des résultats de la CENI? Là, ça reste encore une inconnue. Et comme vous n'avez pas pu me dire s'il y a quelque chose à faire pour sauver les meubles, c'est qu'il n'y en a pas. Si. Il y a des missions de médiation, n'est-ce pas? J'ai vu parallèlement à l'observation électorale, il y a des citoyens qui se sont rendus compte de ce que nous disons, toi et moi maintenant, qu'on était dans un processus piégé et dangereux. Et donc, ils ont, je pense, il y a par exemple la mission de CAFCO, c'est le groupe des femmes, et je crois qu'il y a beaucoup d'autres tendances de femmes, et il y avait des hommes aussi qui étaient avec nous, ils avaient leur situation room et nous la nôtre, qui se disent le processus est tendu, il faut essayer déjà de trouver quel est le pont et comment est-ce qu'on peut trouver peut-être une sortie du labyrinthe. Mais quelle sera cette sortie du labyrinthe? Parce que là, on est au niveau des résultats. Le niveau des résultats, c'est la CENI qui proclame. Après la CENI, ce sera la Cour constitutionnelle. Et donc là, on est en train d'aller vers ce qu'on appelle la crédibilité. La crédibilité veut dire quoi? La crédibilité veut dire, on a organisé des élections. Ces élections ne seront jamais parfaites. Mais telles qu'elles ont été organisées, la majorité d'acteurs se disent « nous pouvons accepter ». C'était des erreurs qui sont passées mais qui sont corrigeables. Mais si vous avez 50% d'acteurs qui disent « on ne peut pas accepter », ceux qui disent « nous on accepte, nous on a gagné », on a brisé la crédibilité et le consensus. Et ça, le grand danger des élections que nous sommes en train de vivre. On va attendre, en tout cas, attentivement. Vous nous révélez qu'à 13h, on va avoir déjà aussi des nouveaux rapports. Oui, tout à l'heure, à 11h déjà. 11h et 13h. Oui, tout à l'heure. Et puis à 13h, au niveau du Pullman, je crois que j'ai vu le centre Carter qui sera au Pullman. Et puis vous avez la SADC, l'Union africaine, toutes les missions internationales là, qui se sont mises ensemble, qui vont faire aussi on appelle ça déclaration préliminaire en fait. Exactement comme nous on a fait. Mais nous on est allé un peu plus en détail. D'accord. Mais je voudrais quand même revenir. Allez-y. Ce rapport est très sévère. Si vous le prenez par rapport au standard, par rapport à ce que le gap de conduite des opérations normales, je pense que ce rapport est très sévère. Il est vraiment sévère. Et je crois que même au niveau de la CENI, ils se sont dit, mais ces gens, ils ne voient pas les efforts que nous faisons. Mais en même temps, on voit, il faut souligner que quand on voit des citoyens s'en prendre à des agents de bureaux de vote ou s'en prendre au matériel, en réalité, ils s'en prennent à leurs propres biens. Les matériels ont été achetés avec l'argent du citoyen. Les simples agents de la CENI qui sont là pour faire les opérations, eux, ils n'ont pas inventé ces machines. Mais parfois, ils passent des nuits blanches et parfois, ils ne sont pas payés. Donc, il y a quand même là... c'est important que je te donne ces statistiques. Sur le taux d'incidents que nous avons, et là, je vous ai dit, il y a les incidents majeurs. 47% d'auteurs d'incidents, ce sont les militants des partis politiques, les électeurs. 47%, les auteurs. 35%, ce sont les agents de bureau de vote. Et puis le reste,
Ce sont soit les témoins des partis politiques qui veulent s'imposer, soit des candidats qui arrivent et qui veulent s'imposer. On n'a pas vu d'incident avec les missions d'observation citoyenne. Alors, ça nous donne une vraie proportion de la tension. Et ça, j'aimerais bien revenir là-dessus pour que l'on comprenne tout ce que nous sommes en train de dire. Lorsque vous avez 47% d'incidents majeurs dont les auteurs sont les électeurs, ça veut dire on a une pression populaire énorme. Ça veut dire on a une population qui est prête à faire n'importe quoi. Et ça, c'est dangereux. Mais en même temps, quand vous prenez que 35% d'incidents majeurs sont venus de la CENI elle-même, il y a un véritable problème d'organisation à l'interne. Voilà. Et ça, c'est pas tendre du tout. Quand nous le disons, les gens voudraient que l'on dise non, maintenant, allons casser la CENI. Non, ce serait complètement irresponsable de la part d'une mission comme la nôtre. Notre mission, c'est de dire, écoutez, il y a eu des erreurs, mais maintenant, lorsque nous allons faire le rapport définitif, nous allons dire, est-ce que, avec le taux d'irrégularité qu'on a observé, qui est suffisamment énorme, avec le taux d'incidents qui ont été regardés, avec le taux, jusque ce matin, on reçoit des rapports que dans l'arrière-pays, des bureaux n'ont pas ouvert. Et puis, nous ne sommes pas la seule mission. Il y a d'autres missions qui ont observé là où nous n'avons pas observé. Il va falloir toujours faire attention pour voir comment est-ce que les rapports se complètent et qu'est-ce que ça donne en définitive. Ça, c'est bien. Et une petite information aussi à vérifier, quand vous avez déployé des équipes, est-ce que c'est vrai que les votes continuent jusqu'à aujourd'hui, 3e jour, province de Mongala, par exemple? Tout à l'heure, il faut dire que je n'ai pas regardé, parce que tout ce que je dis là, nous avons un système de remontée de données. Si j'avais amené ma machine, je vous le montrerai. Les données, les rapports qui viennent des provinces tombent, sont capitalisés en pourcentage. Et donc, si je prends ma machine tout de suite, je peux vous donner les pourcentages actualisés qui ne dépendent vraiment pas de moi. Et ça, c'est quand un observateur entre dans son système, il met son rapport, ça monte directement. Voyez-vous. Et c'est sur base de ces rapports qui viennent de nos observateurs que nous prononçons. Et ça, tout le monde peut venir vérifier. Ça veut dire, nous faisons un travail totalement scientifique, professionnel, impartial, avec une mission de nous assurer que le vote de la population doit être respecté et donc faire des propositions pour dire là, ça n'a pas marché, mais en même temps, ne nous voilons pas la face. Et honnêtement, qui croit que le processus est parfait? Ça veut dire, le vrai défi qu'on a, c'est de se dire, nous sommes tous conscients, et ceux qui disent ça va, et ceux qui disent ça ne va pas, nous sommes tous conscients que ce processus que nous sommes en train de finir, enfin, on finit juste ces élections ici, mais il y en a 10 autres qui vont venir. Nous sommes tous conscients qu'il y a beaucoup de défis et qu'il va falloir qu'on trouve la solution pour que les prochaines élections, nous ayons des élections meilleures que celles-ci. Merci beaucoup, monsieur Luc Loutala, coordonnateur de la CIMOCEL, qui, vous avez, comme on l'a dit, depuis très longtemps observé ces élections. Vous avez tiré la sonnette d'alarme. Malheureusement, vous n'avez pas été entendu. Là, on est en train de récolter un peu ce que l'on a eu à s'aimer durant ces 3 dernières années, pendant l'organisation de ce processus électoral. Merci. Merci à vous. J'espère quand même qu'il n'y aura rien de très grave. Non, mais ce que nous souhaitons, c'est que le Congo reste. Exactement. Et ce message-là, j'aimerais que les avoir communautés, absolument. Et moi, je crois que nous devons tous nous rendre compte qu'au-delà des candidats qu'on peut élire, qu'on ne peut pas élire, le Congo doit rester et nous devons veiller à ce que nous ayons des meilleures élections et que des situations où les élections deviennent la cause pour diviser le pays ne se produisent plus jamais dans l'avenir. Et donc, c'est appeler tout le monde à la conscience que nous restons Congolais. Et s'il va falloir réclamer, il va falloir qu'on trouve comment réclamer, mais ne pas s'en prendre à des pauvres citoyens, ne pas s'en prendre aux biens des autres et protéger la vie humaine. Voilà. Qu'il y ait des contestations pour revendiquer, ça c'est de bon droit, c'est admis, mais que vive le Congo, que le Congo demeure et que les Congolais demeurent des Congolais. Merci beaucoup, monsieur Luc Loutala, coordonnateur de la CIMOCEL. Merci également à vous d'avoir suivi cette tranche matinale, 50 bonjours. Depuis 7 heures, on était à Kinshasa, il est 11 heures. Donc on va se retrouver très prochainement avec le même plaisir. Comme vient de le dire monsieur Luc Loutala,
que vive le Congo et que le Congo ainsi que le Congolais demeurent.